Donc bienvenue dans cette deuxième conférence là, du cycle annuel, donc la Terre vue du cœur à la rencontre de la famille planétaire. Donc la dernière fois on avait vu sur le règne minéral. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet du végétal, je vais replacer un petit peu dans un contexte global cette conférence, notamment le fait qu'il y ait 5 règnes de la nature, donc le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et ce qu'on appelait le suprahumain, le règne de l'âme. Et ces 5 règnes, on a dit que c'était 5 membres d'une même famille, de la famille planétaire. Et sur la planète, cette famille, finalement, elle est comme dans une grande école. Comme dans une grande école, et puis donc chaque membre est dans une classe et apprend en fait des choses. On dit qu'elle apprend des qualités. Elle apprend à développer des qualités. C'est une grande école finalement d'évolution de conscience. Donc elle est là pour progresser en conscience et donc pour développer certaines qualités. Donc il y a des classes différentes et c'est pour ça que des fois on parle de l'âme minérale, l'âme végétale, l'âme animale, l'âme humaine et on différencie, ou la conscience, des fois j'emploie le mot conscience pour ça, et on différencie du coup, voilà, on dit que l'âme minérale n'est pas la même chose que l'âme humaine ou végétale. Vous allez me dire, mais comment? Puisqu'on dit tout le temps que l'âme est une et unité. Pourquoi on différencie? C'est pas parce que l'âme est unité qu'elle est identique. Il faut bien faire la différence entre ça. Ce serait plus une sorte d'unité, mais détaillée. Pour ça, il faut comprendre que, j'allais dire, toute âme est issue, j'allais dire, du même père et de la même mère. C'est-à-dire, toute âme est issue de l'esprit fondamental et de la matière, en tout cas de l'interaction entre l'esprit et la matière, de l'union entre l'esprit et la matière. Si je fais un schéma, c'est un lemniscate comme ça, avec l'esprit, la matière, et de l'union entre les deux, de la friction de l'esprit et de la matière, naît ce qu'on appelle le Fils, l'âme. On a la trilogie, hein, on avait le Père, la Mère et le Saint-Esprit. Il y a vraiment ces trois niveaux, ça c'est symbolique. Donc, il y a, très rapidement, je répète très rapidement, on différencie l'âme végétale, animale, humaine, minérale, parce que l'âme, même si l'âme est unité, elle n'est pas identique. Et toute âme naît justement de la friction entre l'esprit et la matière. Fondamentalement, je veux dire, on est tous issus, toutes les âmes sont issues du même Père, donc du même esprit, en tant qu'au niveau de l'esprit, qu'on soit minéral, végétal, humain, on vient de la même source. L'esprit, c'est la source fondamentale d'où on vient, la grande vie fondamentale d'où on vient. On est tous issus de cette grande même vie. On avait parlé de la dernière conférence, des liens de vie d'ailleurs qui nous unissaient tous. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence au niveau de l'esprit. Au niveau de la matière, c'est la même chose. On est tous constitués des mêmes atomes de carbone. Il n'y a pas de différence, on est égaux par rapport à ça. La seule différence, elle se trouve justement au niveau de la conscience de l'âme, c'est-à-dire de l'interaction entre l'esprit et la matière. Ils ne sont pas jolis, ceux-là. C'est les mêmes. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que là, on peut remettre l'esprit, voilà, c'est mis l'esprit et la matière. Et en fait, là, vous voyez que donc c'est l'âme, ou la conscience. En fait, là, pour le règne minéral, elle se situe plus près de la matière. Je donne un chiffre comme ça, c'est comme s'il y avait 90% de matière et 10% d'esprit. Et du coup, dans l'interaction des deux, ça donne un certain type d'âme, un certain type de conscience, en rapport avec justement la forme qu'a pris cette âme-là, la forme minérale. Et puis, dans une école, donc ça c'est une classe, hein, il y a les 5 classes, ça c'est les 5 classes dans cette grande école planétaire dont on a parlé. Et il y a une évolution de conscience, ça ne stagne pas. L'âme cherche toujours à progresser, à avancer vers plus de perfection. Donc du coup, on en avait parlé la dernière fois, au départ, les débutants dans cette classe-là, dans ce règne, c'est ce qu'on avait appelé les pierres ordinaires. Et puis après, on passait sur les métaux donc ordinaires, et ça passait sur les métaux rares, comme l'or, le platine, l'argent. Et puis en plus, après, ça se développait encore plus, la conscience continuait à se développer,
ça attirait un autre type de conscience, d'autres qualités. En tout cas, les qualités étaient plus développées et c'était les pierres semi-précieuses, comme l'améthyste par exemple. Et après, les unités les plus développées, les consciences les plus développées dans ce règne, eh ben, c'était les pierres précieuses, rubis, saphir, diamant. Ça, c'est valable dans tous les règnes. On part d'un endroit et puis la conscience progresse au sein de la classe. Ainsi de suite. Mais, ça, donc c'est une forme, hein, donc le règne minéral étant une grande forme, hein, mais du coup, une fois qu'on arrive au bout, est-ce que ça s'arrête là? Eh bien non. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une fois que dans la forme telle qu'elle est, la conscience a appris tout ce qu'elle avait à apprendre, a développé toutes les qualités qu'elle devait développer, eh bien elle va passer dans une autre forme, et du coup un autre règne, et développer les consciences et les qualités qui correspondent à cette classe-là. Exactement comme à la fin de la sixième, eh bien, on passe en cinquième. Et puis là, il y a tout un développement de conscience, et puis ensuite, le règne végétal, la conscience du règne végétal passe dans le règne animal, et ainsi de suite. Pareil, l'humain après passe dans le règne de l'âme. Et ça continue, hein, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, mais ça ne s'arrête pas là. Là, après, on a les règnes planétaires, là, après les règnes stellaires, et puis là, il y a même les règnes subatomiques. Mais on s'occupait, nous, de ceux qui correspondaient un peu au niveau de conscience qu'on pouvait aborder, dont on pouvait commencer à en dire quelque chose. Ce qui est intéressant aussi dans ce schéma, c'est de voir que les unités les plus développées d'un règne, eh ben, elles tendent, même en étant encore dans ce règne-là, elles tendent à développer, comme si elles cherchaient à développer déjà les qualités qui se développaient dans le règne suivant. Un petit peu comme en fin de classe, voilà, on prépare un peu les élèves déjà l'année d'après. On commence à développer déjà ces qualités-là. Donc à chaque règne, le règne minéral, il va tendre déjà, à la fin de son évolution, vers le végétal, même s'il n'est pas encore passé. Le règne végétal, dans ses plus hautes expressions, va commencer à tendre à développer les qualités qu'on va retrouver dans le règne animal. Le règne animal va commencer à tendre, aussi les animaux les plus supérieurs vont tendre à des caractéristiques humaines. Et les humains vont tendre, les humains les plus développés vont tendre à des caractéristiques de l'âme, avant de passer complètement dans le règne. On y reviendra parce que quand on aura vu un peu l'ensemble des règnes, on verra un peu les différentes qualités qui se développent dans tous les règnes et on pourra justement prouver ça, mettre en évidence ça. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est comment ça passe d'un règne à l'autre. Autant pour l'humain, où c'est développé, on verra, on développe l'individualité, on a une individualité bien formée, une personnalité bien formée, et bien on passe, j'allais dire, on peut passer seul d'un règne à l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui progresse, un individu qui progresse dans sa conscience et qui développe la conscience de groupe, et bien il passe, on dit, dans le règne de l'âme. On verra aussi les détails quand on sera à ces règnes-là. Par contre, au niveau des règnes subhumains, donc minéral, végétal et animal, le passage, il ne se fait pas de manière individuelle. Ce n'est pas un seul rubis qui va passer comme ça dans un règne végétal. Ça ne se passe pas du tout comme ça, puisque c'est des âmes collectives à ce niveau-là. C'est des âmes groupes. Elles ne sont pas encore individualisées. Elles travailleront l'individualisation quand on passe dans le règne humain. Du coup, c'est vraiment des groupes d'âmes qui passent. Et du coup, ça se passe sur des longues périodes. C'est comme s'il y avait un bilan de fin d'année, un brevet des collèges, j'en sais rien, un bac. Mais nous, c'est toutes les ans où il y a un examen. Eux, c'était des milliers d'années pour que toute une espèce est arrivée à développer vraiment certaines qualités et puisse passer à l'autre. Alors vous allez me dire, mais quand il passe à l'autre, donc du coup, s'il passe, il n'y a plus de règne. Non, parce que c'est certaines espèces déjà qui passent, c'est les unités les plus développées. Et puis même ensuite, il y a les règnes subatomiques qui prennent la place. À chaque fois, ça laisse de la place au suivant. Donc une hypothèse, en tout cas, assez intéressante à prendre en compte. Et on dit, du coup, vous voyez qu'il y a une... avant de voir qu'il y a une évolution,
cette notion, c'est juste une parenthèse que souvent on pose la question par rapport le fait d'ôter la vie à justement un minéral, ou bon, un minéral on a du mal à voir qu'on peut ôter la vie, mais plutôt un végétal ou un animal. Est-ce que c'est grave? Souvent on nous pose la question, est-ce que c'est grave, docteur? En fait, c'est quand on a compris ces systèmes d'âme-groupe, on comprend pourquoi c'est pas si grave que ça. C'est vrai qu'on sait que pour un humain, ôter la vie d'un humain, on sent dans notre conscience que ça ne se fait pas comme ça et c'est assez grave. Pourquoi? Parce qu'on intervient sur le projet de l'âme, puisque l'âme est individualisée. Si on tue quelqu'un, on intervient sur le projet de l'âme de la personne. Là, au niveau des conséquences karmiques, c'est grave. Par contre, quand on a compris que là, c'était des âmes collectives, des âmes groupes, quand vous mangez votre salade, quand vous avez mangé votre salade à midi, vous n'intervenez pas sur l'âme groupe des salades. Si vous mangiez ou si vous aviez décidé de décimer toutes les espèces de salades, là oui, vous intervenez sur le projet d'âme végétale. Donc la correspondance entre tuer ou ôter la vie à un humain et ôter la vie, par exemple, à un animal, c'est si vous éliminez l'espèce entière. Là oui, vous intervenez sur le projet d'âme. Mais étant donné que c'est une âme groupe collective, voilà, quand il y en a une qui s'en va, ce n'est pas un souci du tout pour l'âme. Bon, voilà, c'est des petites questions des fois qui reviennent souvent, donc ça permet de les placer. Autre chose, là, ce schéma, je trouve qu'il montre bien, justement, qu'il y a vraiment une évolution comme ça, vers plus de perfection. On dit que justement, chaque règne porte l'aspect conscience vers un plus grand degré de perfection. Toujours vers l'avant. Déjà à l'intérieur du règne, intra-règne, et puis de règne en règne. Donc ça, c'est important parce que c'est sur ce principe-là que se base le principe de la réincarnation. Parce que la réincarnation, c'est exactement ça finalement. De vie en vie, en fait, c'est selon l'hypothèse qu'on progresse, qu'on avance, et que de vie en vie, en fait, on progresse vers des qualités. Et on progresse dans le sens de l'évolution, dans le sens de plus en plus de perfection. À ne pas confondre avec, vous avez peut-être déjà entendu, le principe de métempsychose, qui est la transmigration des âmes, c'est-à-dire qu'il y a encore des croyances chez certains bouddhistes où on est peut-être humain, dans le règne humain à un certain niveau, et puis on peut, au moment de la mort, hop, se réincarner dans un minéral, ou dans un végétal, ou dans un animal. Ça a pour mérite d'avoir compris que l'âme survivait à la forme. C'est-à-dire que l'âme était bien plus que la forme. Quand la forme mourait, l'âme était encore vivante. Donc ça se base sur ce principe-là. Sauf que ça oublie le principe d'évolution. L'évolution porte toujours tout en avant vers plus de perfection. Donc c'est comme si vous étiez en terminale, l'année d'après, vous n'allez pas retourner en 6e. Donc c'est bien prendre la réincarnation, prend vraiment les deux principes, à la fois de l'âme qui survit à la forme et à la fois le principe d'évolution. Bon, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes à percevoir, mais on y revient de temps en temps par un bout, on le prend par un autre, puis voilà, à force, c'est des choses qui s'éclairent petit à petit. Rentrons un peu dans le vif du sujet par rapport au règne végétal. Donc le végétal, dans cette classe, donc l'âme dans cette classe du végétal, va apprendre donc des qualités. C'est des qualités qu'on peut dire qui sont très féminines, qui sont très yin dans l'énergie. On les a notées là, donc il y a la qualité de sensibilité, la qualité de croissance vers la lumière, d'harmonie, beauté et unité, et d'attraction. Contrairement au minéral qu'on a mis là, qu'on a développé la dernière fois, qui est beaucoup plus yang, beaucoup plus masculin. Là, c'est plutôt yin. La géométrie parfaite, la dureté. Plus un minéral est évolué, un diamant, donc comme le diamant, ben c'est dur. Plus la transparence, la radioactivité et la force statique. Donc on sent que c'est deux mondes complètement différents. On est dans une chaîne très impaire avec le minéral, on est dans une chaîne beaucoup plus paire avec le végétal. Ça se sent dans l'énergie, rien que le monde minéral est beaucoup plus austère que le monde végétal qui semble beaucoup plus souple, beaucoup plus doux, quelque part. Les deux se conforment aux lois universelles, au plan divin, on pourrait dire.
Les deux se conforment à cela. Sauf que le minéral, c'est d'une manière très raide, très brute. Comme on l'a vu la dernière fois, c'est par des forces absolument énormes de pression, de chaleur, voilà, et ça se met en place comme ça. Le végétal, il se conforme aussi aux lois fondamentales universelles, mais d'une manière beaucoup plus souple, beaucoup plus sensible. On va le voir progressivement. Ces qualités, dans le règne végétal, donc elles vont être travaillées au départ d'une manière débutante, on va dire, par les premières unités de ce règne végétal, que sont les mousses. Les mousses, les petites herbes, les planctons. Voilà, donc, puis ils vont on va dire les unités un peu plus développées qui poussent ces qualités à un degré de perfection un peu plus haute, eh bien, c'est les céréales. Ensuite, on a les fleurs et les arbres. Donc ça correspond aux 4 catégories qu'on avait fait avec les métaux pour les minéraux, avec les métaux rares, les métaux ordinaires, les métaux rares, les pierres semi-précieuses et les pierres précieuses. C'est comme si les arbres étaient les maîtres de sagesse de leur propre classe, quelque part. Ça serait intéressant, vous verrez, quand on verra les qualités, là on va les voir ce soir, prenez l'hypothèse et observez combien la mousse, l'herbe et le plancton n'a pas la même sensibilité, n'a pas la même croissance vers la lumière, n'a pas la même beauté, harmonie ou attraction que les arbres. Et il y a une évolution par rapport à ça. Donc, la sensibilité. Alors c'est intéressant parce que la sensibilité, on pourrait dire que c'est vraiment la qualité qui caractérise le mieux le règne végétal, qui sous-tend l'ensemble du règne végétal. Cette sensibilité, c'est cette capacité, je veux dire, à percevoir des vibrations, à enregistrer, à réagir à des vibrations, et éventuellement y apporter aussi une réponse. Et du coup, je dis sensibilité, mais vous allez me dire, c'est quand même bizarre, parce que qui dit sensibilité dit sens. Les 5 sens, oui, toucher, vue, odorat, mais ils n'ont pas d'organes de sens. Ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas de yeux, bon, pas de bouche. Ouais. Et pourtant, ils sont extrêmement sensibles. Le végétal est un être extrêmement sensible. Il y a plein d'expériences scientifiques qui ont été faites, ils étaient aussi bien sensibles aux conditions intérieures qu'aux conditions extérieures. Il y a des machines, ils ont mis des machines pour éviter de percevoir la gravité, et pourtant, ils perçoivent leur corps, leurs racines, quelque part, qui poussent droite. Elles continuent à pousser droite, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de proprioception intérieure. Ils ont fait des expériences en mettant des pots de fleurs comme ça à l'envers pendant plusieurs jours, et bien, ils se sont remarqués qu'ils étaient sensibles à la gravité parce qu'à chaque fois, ils repoussaient droit. Donc il y a une certaine sensibilité à la gravité. Mais ils sont sensibles aussi à la lumière, parce qu'ils poussent toujours vers la lumière du soleil. Donc il y a une sensibilité qui est quand même présente. Il y a la plante comme le desmodium, par exemple, qui est même sensible à la musique, qui bouge, mais on le voit à l'œil nu, hein, carrément, qui bouge au rythme de la musique, si elle est assez forte. Ou la plante, la sensitive, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on la touche, hop, elle se referme. Il y a ils sont sensibles aux insectes qui commencent à les manger. Donc, et à part là, elles y réagissent, elles mettent du tanin dans leurs feuilles. Donc il y a toute une sensibilité absolument énorme. Elles sont sensibles au vent. Du coup, s'il y a beaucoup de vent, elles grossissent plus du tronc, puis elles poussent moins haute, pour être sûr que c'est une sorte de réaction à cette sensibilité-là. Même il y a des arbres, c'est des véritables sismographes. 3-4 minutes avant le déclenchement d'un tremblement de terre, ou en tout cas qui se déclenche très profond dans le sol, et eux les détectent. Donc c'est impressionnant la sensibilité que ça peut avoir. Mais c'est même leur aspect extérieur. Regardez l'aspect extérieur des racines, des branches, des ramifications. On a l'impression, même si on n'arrive pas à trouver de cerveau, pas de cellules nerveuses, mais l'ensemble de la plante, du règne, on a l'impression quand même qu'il est fait, qu'il transpire la sensibilité,
Regardez ces feuilles qui frétillent là au vent, c'est tout souple, c'est tout. On sent que c'est sensible. Les racines, ces petits membres, ces radicelles comme ça, très fins, très subtiles, très délicates, comme si dès qu'on la touchait, elle pouvait se casser. On sent que ça transpire la sensibilité. D'ailleurs, on a même emprunté au règne végétal tout un vocabulaire pour décrire, en médecine, pour décrire l'ensemble du système nerveux. On parle de tronc nerveux, on parle de racines nerveuses, de ramifications, d'arborescence nerveuse. On ne sait même plus si c'est l'ensemble des nerfs, quand on regarde une planche d'anatomie qui ressemble à des racines ou à des arbres, ou si c'est des arbres qui ressemblent aux nerfs. On sent qu'il y a une correspondance assez impressionnante. D'ailleurs, on avait fait aussi le lien la dernière fois, je ne vais pas le refaire, c'est un petit peu long, mais entre les 7 plans de la matière, hein, du plus subtil au plus dense, et on avait mis la correspondance entre les règnes. Et le règne minéral, donc, qui correspondait justement au plan physique et au corps physique. Le règne végétal qui correspond au corps sensible, le corps émotionnel. Du coup, il y a une correspondance aussi avec, voilà, ésotérique, on va dire, entre la sensibilité et ce qui se passe dans ce règne-là. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que cette sensibilité, elle va permettre, en fait, elle sous-tend un peu toutes les autres qualités, parce que c'est elle qui va permettre de développer au mieux les autres qualités de croissance, d'harmonie, beauté, unité et attraction. Et symboliquement, on pourrait dire, c'est comme s'il nous disait que nous-mêmes, en tout cas, il y a un message intéressant, c'est de dire que si nous-mêmes on veut développer ces qualités, peut-être d'une manière encore plus consciente, eh bien, il va falloir exercer aussi nous-mêmes notre sensibilité. Si on n'exerce pas la sensibilité, on ne peut pas, on peut pas s'ouvrir aux qualités. Si on ferme la sensibilité, on se referme sur nous-mêmes. Le tout est de savoir à quoi ouvrir notre sensibilité. Peut-être le végétal nous apportera quelques clés de réponse. Deuxième qualité, est la croissance vers la lumière. Ça, c'est absolument impressionnant dans le règne végétal. Imaginez un arbre, un gigantesque arbre. Faites-vous une image mentale. Chacun, vous avez tous déjà vu un platane, un cèdre, un chêne centenaire. Imaginez là, essayez d'avoir chacun une image mentale d'un gigantesque arbre. Vous l'avez? Ok. Eh bien, pour vous, il a toujours été là, cet arbre. C'est vrai qu'il était là bien avant nous, il avait déjà cette taille avant notre naissance quasiment. Et donc on oublie qu'avant d'être ce gigantesque colosse, ce géant de la nature, eh ben, c'était une petite graine, une minuscule graine de quelques grammes, qui est maintenant un arbre de plusieurs tonnes. Mais ça, on ne s'en rend pas compte, c'est la magie de la vie, mais on ne s'y arrête jamais là-dessus. Mais au départ, quand tu regardes un gigantesque baobab ou un truc énorme, au départ, c'est qu'une petite graine. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette graine, qui pèse quelques grammes, il y a un potentiel de croissance absolument extraordinaire. Et pas une croissance qui va n'importe où, une croissance vers le haut et vers la lumière du soleil. Le soleil qui est pourvoyeur de toute vie, on dit. Et oui, c'est qu'elle croît vers la lumière du soleil, comme si instinctivement, symboliquement, elle pensait que c'est ça l'essentiel. Il faut se diriger vers cela. Et que ça soit tout, hein, les rhizomes, n'importe quel bulbe ou autre, et toutes les graines de la nature, tous les végétaux de la nature poussent vers la lumière du soleil. Et d'une manière inlassable, du matin au soir, sans perdre une miette de soleil, elle pousse vers cela. Et justement, c'est intéressant parce que, comme je disais, c'est comme si elle pensait que la source de vie, elles savent que la source de vie fondamentale, c'est cette lumière du soleil, ce pourvoyeur justement de toute vie sur la Terre. Et c'est vrai que de toute vie même dans le système solaire, parce que tout ce qui existe sur Terre n'existerait pas sans le soleil. Ça, on l'oublie aussi. Le soleil qui est le 7e règne de la nature. C'est-à-dire que sans soleil, pas de lumière. Sans lumière, pas de vie. Il n'y aurait pas non plus de planète, puisque notre planète est issue complètement du système solaire, à la base. Et c'est comme s'il y avait une reconnaissance, quelque part, du végétal, de cette puissance et de cette importance, en tout cas, du soleil.
pourvoyeur de toute vie. Et quelles que soient, ils y vont vers ce soleil avec une croissance comme ça inébranlable, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire qui vente, que ça soit nuageux, que le sol soit sec, que ça soit humide, qu'il y ait des maladies, qu'on les coupe, ils continuent même après une déforestation, ils continuent à pousser des petites graines, à croître vers le soleil, tout le temps, c'est vraiment une détermination comme ça inébranlable vers le haut et vers la lumière, quelles que soient les conditions. Et ça pour nous, c'est assez intéressant. Même, j'ai un exemple, mais je sais pas, je pense que vous avez tous vu des fois des petites plantes, des pissenlits même, pousser le goudron d'un trottoir ou d'une bordure en béton qu'on a chez nous. C'est assez hallucinant quand même. Une violette même. Hier, il y avait une dame qui disait, moi j'ai vu une violette soulever des dalles chez moi à côté là, qui étaient déjà fissurées, mais donc ce potentiel est là qui est assez impressionnant à l'intérieur. Et si on s'inspirait, j'allais dire nous-mêmes, de ce végétal, si nous-mêmes on consacrait aussi notre vie, comme l'a fait le végétal, à la lumière du soleil. Je ne vous parle pas du soleil physique, de consacrer sa vie au soleil physique, sinon ça veut dire qu'il faudrait consacrer sa vie à passer des vacances sous les tropiques. Bon, je vous l'accorde, il y en a qui y consacrent, qui s'y attellent, mais nous, c'est pas ça. C'est l'aspect supérieur, symbolique du soleil. On appelle d'ailleurs la correspondance supérieure du soleil physique, c'est le cœur du soleil. C'est-à-dire ce qu'il y a à l'arrière, c'est-à-dire la conscience qui est à l'arrière. C'est-à-dire, on l'avait déjà dit, c'est le septième règne, c'est vraiment la conscience d'unité la plus grande. Et le symbole du végétal, c'est consacrer sa vie, croître vers la lumière de l'unité la plus grande qu'on puisse imaginer. Pour nous, dans un premier temps, c'est le soleil de l'âme. Le soleil qui est un soleil radieux qui irradie ses qualités d'amour et d'unité. Et si voilà, comme le végétal, on aspirait, parce que cette croissance vers la lumière, c'est une sorte d'aspiration. Aspiration, ça vient de ad spirare, aller vers l'esprit. Et si on allait un petit peu plus, on aspirait à aller vers l'esprit, en tout cas vers les qualités d'âme que nous sommes, fondamentalement. Ça, c'est une sorte de symbolique intéressante qui a travaillé avec le végétal. Et ce, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire qu'on soit, je disais, le végétal qui pousse comme ça au soleil, quelles que soient les conditions, mais nous, c'est la même chose. C'est quelles que soient les conditions, c'est-à-dire même s'il ne fait pas beau, même si on a des doutes, on a des peurs, on a des problèmes physiques, émotionnels, mentaux, des conditions aussi extérieures, même s'il y a des guerres, il y a des souffrances, il y a des crises. Donc, c'est pas facile de pousser tout le temps vers la lumière ou vers les qualités d'unité. Parce qu'on a des conditions intérieures et extérieures qui sont difficiles. Mais le règne végétal, il nous dit, mais quelles que soient les conditions, ne perdez jamais espoir, continuez à croître vers cette lumière-là, intérieure. C'est seulement là que c'est cette lumière-là qui est pourvoyeuse de vie, pour toute forme de vie. Et le monde ne vaut pas d'être vécu sans cette lumière-là. Donc, allez-y. C'est vraiment cette symbolique assez intéressante. Donc, voilà pour cette deuxième qualité, et ce qu'on peut aborder par rapport à ça. Il y a une autre qualité qui est donc l'harmonie. L'harmonie aussi, c'est la qualité, on peut dire aussi, qui symbolise vraiment ce règne. Et là, on n'a abordé qu'une petite partie, parce que c'est absolument gigantesque. Mais, donc, l'harmonie, ça se voit actuellement. Regardez combien on est rentré dans le printemps, là. Et on est en train d'assister à un feu d'artifice d'odeurs et de couleurs absolument gigantesques. Et là, c'est que le début. Je ne sais pas si vous êtes sensible pour le coup un petit peu à ça, mais c'est assez impressionnant. D'ailleurs, des fois, on a hâte de sortir de l'hiver pour voir cette beauté à l'œuvre de la nature. Et regardez le nombre de couleurs qui sortent, toutes plus magnifiques, majestueuses les unes que les autres. Partout, les bourgeons qui explosent. Et bien, ce qui est dingue, c'est que toutes les couleurs, jamais on se dit quand on regarde dans un jardin, dans la nature, tiens, ça dénote. Tiens, ça va pas tellement cette couleur avec celle-là. Ça nous semble toujours parfait,
comme je sais pas, un tableau rayonnant de maître qui irradie la perfection. C'est vraiment impressionnant ça. Jamais on se dit ça des notes. Contrairement souvent à les couleurs que nous, humains, on utilise. Regardez dans nos vêtements, dans nos maisons, sur nos bâtiments, voilà, il y a toujours, ça dénote toujours quelque part, c'est jamais tout à fait parfait. Des fois c'est harmonieux, mais pas tout le temps, même des fois c'est sacrément disharmonieux, ça va pas du tout. Même souvent, combien de fois on m'a dit ne mets pas cette chemise avec ce pantalon, ça va pas du tout ensemble. Et je pense qu'on vous l'a déjà fait aussi plusieurs fois. Mais c'est comme si ça montrait que le règne végétal, lui, maîtrisait à la perfection la qualité d'harmonie, notamment des couleurs. Parce que peut-être intérieurement, c'est qu'il vit aussi l'harmonie. Il vit l'harmonie des relations. C'est peut-être pour ça qu'extérieurement, il arrive à extérioriser l'harmonie. Et nous, on n'en est peut-être pas encore là par rapport à nos qualités. Il y a juste à regarder un peu dans nos familles, dans nos couples, dans la société, combien est-ce qu'on a une harmonie des relations? Comment vous voulez qu'on ait une harmonie des couleurs? Le jour où on aura une harmonie des relations entre toute l'humanité, entre tous les règnes, là oui, on utilisera les couleurs d'une manière harmonieuse. Pour l'instant, on en est encore loin. Parlons de couleurs, prenons le vert. Regardez combien le vert, on pourrait dire, c'est la couleur qui harmonise l'ensemble du règne végétal sur la planète Terre. C'est la couleur qui fédère, on pourrait dire, le règne végétal sur la planète, c'est le vert. Et puis, au sein de ce vert, il y a toutes les autres couleurs, on pourrait dire, c'est comme s'il y avait une couleur unique, une sorte d'unité du règne intérieur, et puis des spécificités par les différentes couleurs de toutes les fleurs. C'est comme s'il était arrivé à créer une sorte d'unité diversifiée. Il avait la clé de l'unité diversifiée, ce règne. Et ça se voit dans ce vêtement, on pourrait dire, magnifique de la planète qui est vraiment verte et incarnée par ce règne végétal. Mais ce vert, c'est que, encore une fois, la conséquence d'un état de vie intérieur. C'est parce qu'il y a une unité intérieure aussi qui se vit dans le règne végétal. Et une harmonie justement des relations. Et c'est intéressant, je vous dis ça, je ne vous pose pas comme ça, je vous dis ça, c'est parce que c'est de plus en plus prouvé aussi par les scientifiques. Jusqu'à maintenant, on croyait que la loi de la jungle, la loi de la nature, c'était la compétition, c'était chacun pour tous. Chacun pour soi, pardon. Mais scientifiquement, maintenant, on commence à s'y intéresser de plus près et on est en train de prouver que ce n'est pas du tout ça. Il y a une loi de la jungle, là, une loi de la nature, mais c'est la loi de la coopération. Et il y a des scientifiques et même des vulgarisateurs, je vous invite vraiment à aller voir sur Internet, notamment Francis Allais, et à travers aussi un documentaire qui est H-A-2-L-E, à travers aussi un documentaire qu'il a fait, Il était une forêt, qui est absolument majestueux, passionné de la nature et qui montre combien, justement, il y a une coopération absolument gigantesque dans le règne végétal. Et ce n'est pas du tout la loi du plus fort. On va y revenir. Il y a aussi un autre qui est un best-seller actuellement, La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Plus de 2 millions de lecteurs en Allemagne, plus de 700 000 en France. Ce qui est un bon signe, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent aussi à ce qui se passe dans ce règne. Et lui aussi nous montre la coopération aussi et la magie de ce règne, comme un être vivant qui développe aussi des qualités. Et ils nous disent très clairement que, voilà, ils expliqueront bien mieux que moi, mais quelques petits exemples, c'est que notamment cette coopération, elle se fait aussi à travers, par exemple, le monde des racines. C'est-à-dire que les arbres, ils ne sont pas du tout isolés. Ils sont complètement interconnectés par un réseau de racines souterraines absolument gigantesque. Et quand il y a des vides entre les racines, eh bien, il y a une coopération qui est mise en place avec les champignons, avec le mycélium, qui ont une capacité d'extension et de kilomètres carrés de racines, et qui comble le manque et le vide entre les racines des arbres. Et ça crée comme un réseau Internet forestier. Ils ont appelé ça d'ailleurs le réseau, le web forestier. Exactement. Le végétal qui est concurrence Internet et qu'il a inventé bien avant nous. Et à travers ces racines, il communique.
Ils s'envoient des signaux quand ils sont attaqués, quand il y a des prédateurs, voilà, pour leur dire qu'il faut aussi réagir. Ils se nourrissent par là, les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a une véritable solidarité interespèces déjà, mais on pensait que c'était que les espèces entre eux, donc il y avait une reconnaissance, une sensibilité, mais ça se passe aussi, excusez-moi, c'est intra-espèces, mais aussi interespèces, avec les autres espèces d'arbres. Et en fait, il y a une sorte de mutualisation des forces et des faiblesses par les racines, parce qu'il y en a qui ont poussé dans des sols rocailleux, dans des sols humides, ils ne sont pas nés, leur graine a été posée, comme ils sont immobiles, ils ne peuvent pas se déplacer, mais ils n'ont pas tous les mêmes chances dès le départ. Donc il y en a qui développent beaucoup plus de force, beaucoup plus de glucides, et bien il y a tout un système de partage et de mutualisation des forces et des faiblesses pour créer justement une sorte, on pourrait dire, de système social végétal en fait. C'est absolument énorme. Et pour créer une forêt, un écosystème, une vie de groupe absolument gigantesque et qui permet justement de bien vivre ensemble. Et pas seulement juste le règne végétal, parce qu'il montre aussi bien combien c'est avec aussi tous les autres, les animaux qu'il y a autour, les insectes, les mammifères qu'il y a, toutes les araignées et tout. Il y a un écosystème et il y a vraiment une vie solidaire et coopératrice entre toutes les espèces. Donc, voilà, ça nous montre vraiment que, quand je vous disais que le vert et toutes ces couleurs sont harmonieuses, c'est parce qu'il y a une vie intérieure harmonieuse de relations qui s'est développée. Et là, je vous en dis qu'un petit bout. Mais allez voir ces conférences, c'est majestueux à écouter. C'est intéressant de voir que des fois, il y a des arbres qui poussent vraiment isolément. Il y a des graines qui sont parties, qui sont dans un champ que les hommes fauchent, donc il n'y a plus d'arbres, hein, c'est plus des forêts primaires comme avant. Donc ils poussent là. Et c'est vrai que ça donne souvent des grands arbres qui sont seuls, parce que, et pourquoi grands? Parce qu'ils ont pris plein de lumière. Ils ne sont pas tellement gênés par les autres, donc ils poussent vachement plus vite, ils deviennent beaucoup plus gros. Ils ont pris toute la lumière tout seuls, quelque part ils n'avaient pas trop à la partager pour le coup, mais ils sont beaucoup plus fragiles aux parasites, aux maladies, parce que quand on pousse trop vite, eh ben, l'écorce, elle est trop fine, elle résiste mal justement aux parasites. Et puis, en plus, ils sont sensibles au vent des forêts, au vent qui peut déstabiliser l'arbre, parce qu'il y a plein de trous d'air à côté, et donc ils peuvent tomber. Alors que dans une forêt, ils font groupe, et le vent a du mal à s'engouffrer et à faire vraiment tomber des arbres dans les forêts. Donc ça montre bien un peu que aussi ce végétal cherche toujours à travailler en écosystème, en groupe, et sa devise, ça serait vraiment seul, ok, on va plus loin, on va plus haut, mais ensemble, on va plus loin. Ou seul, on va plus vite, on croit plus vite, et ensemble, on va plus loin. Ça, c'est la devise, on pourrait dire, du règne végétal. Et on pourrait nous-mêmes, j'allais dire, s'inspirer de cette devise. C'est quand même assez, ça serait intéressant, créer à partir de là, justement, des relations ensemble. Ensemble, on va plus loin. Des relations, j'allais dire, solidaires, comme le règne végétal. Une Europe plus solidaire, une humanité plus solidaire. Ça serait, on pourrait s'inspirer de cela. Mais nous, on nous dit non, non, bah surtout pas. C'est pas ça qui va faire tourner notre économie, nos usines. Il faut travailler, il faut produire, il faut consommer, travailler, produire, consommer. C'est ça qui va augmenter les points du PIB. Mais non, le règne végétal, il nous dit, c'est pas comme ça qu'une société tourne. Si vous voulez l'exemple d'une société qui tourne en coopération, où et vraiment tout le monde puisse vivre bien et correctement, mais c'est des qualités d'harmonie entre nous, de solidarité qui sont importantes. Donc c'est un exemple, en tout cas, d'inspiration vraiment puissant auquel on va peut-être devoir vraiment faire appel de plus en plus si on veut avancer. Sinon, on est voué à, un peu comme l'arbre isolé, à la mort prématurée, que plein d'économistes un peu éclairés prédisent si on continue nos sociétés de chacun pour soi, de compétition, voilà, de seul de son côté. Et voilà. Donc voilà, une source d'inspiration en tout cas intéressante du règne végétal. Un autre j'allais dire, prodige d'harmonie, de qualité d'harmonie dans le règne végétal, c'est la photosynthèse. Ça, c'est absolument magique aussi de voir ça. Alors, c'est quoi la photosynthèse?
En fait, c'est un processus de transformation biochimique, en fait, et qui met en jeu plusieurs éléments. Je fais un schéma. Bon, très simple hein, par rapport peut-être à des gens plus expérimentés, mais on a tous vu, j'allais dire, la photosynthèse plus jeune, mais des fois, on va rafraîchir un peu la mémoire. Oh, je suis un petit peu... on est dans le végétal, on va prendre un peu de verre. Alors, je fais un arbre, des racines, et puis un feuillage. Donc la photosynthèse se passe au niveau du houppier, au niveau de la couronne, au niveau des feuilles. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va mettre en jeu plusieurs aspects, notamment de l'eau, qui arrive donc des racines. Donc je mets H2O. Du CO2, qui arrive de l'air, et la lumière du soleil. Ça va synthétiser, ça va mettre il va y avoir une réaction, une transformation biochimique au sein justement de l'arbre, des feuilles, et ça va libérer de l'oxygène et des glucides, donc de l'énergie pour l'arbre lui-même, pour continuer sa croissance, mais aussi pour les autres arbres, par ce qu'on disait, l'intermédiaire des racines. À ne pas confondre, ça c'est la photosynthèse, avec la respiration, parce qu'il y a aussi une respiration qu'il y a au niveau des arbres, où, comme nous, il y a besoin d'oxygène qui rentre, et ça recrache du CO2. Pardon, du CO2 et puis de l'eau. Voilà. Donc la respiration qui se fait aussi bien la nuit que le jour. On pense que c'est tout le temps la nuit que ça se passe, mais ça se fait aussi le jour. La photosynthèse, c'est donc ces deux choses différentes. Et c'est intéressant parce que, de par sa position intermédiaire, l'arbre, intermédiaire entre la terre et le ciel, eh bien, il va... l'intermédiaire entre un milieu, j'allais dire, humide, sombre et humide, les sous-bois, et un milieu aérien et subtil, il va mettre en relation finalement des substances de ces deux éléments, il va les unir, les harmoniser, qualité d'harmonie, il va les faire fusionner, les deux vont fusionner en un. Et ça va donner justement de nouveaux éléments, ça va donner naissance à des éléments nouveaux qui ne sont pas n'importe quels éléments, qui sont des éléments pourvoyeurs de vie. Intéressant, l'oxygène et l'énergie, les glucides. Donc pourvoyeurs de vie pour l'arbre lui-même, pour l'ensemble du règne végétal, et pourvoyeurs de vie par l'oxygène pour toutes les vies. Le règne végétal, le règne végétal et tous les autres règnes. Sans oxygène, il n'y a pas de vie sur la planète. Ça, on l'oublie souvent. Mais c'est pour ça qu'on appelle les poumons de la planète, les forêts, par exemple, amazoniennes. Parce qu'ils libèrent une quantité d'oxygène qui nous permet à tous de vivre. Donc il faut vraiment réaliser ce miracle qui se passe. On transforme des substances toxiques en substances qui donnent la vie. Alors après avoir concurrencé Internet, voilà qui concurrence le Christ, qui a transformé l'eau en vin. Là, c'est du même ordre quasiment. C'est un miracle de la nature. Ça permet la vie pour tous. Et ça permet du coup ce qu'on appelle la biodiversité, la diversité de la vie. Sans oxygène, il n'y a pas de biodiversité. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant, parce que dans les forêts tropicales, dans la canopée, donc qui est l'ensemble des parties supérieures des arbres, donc des feuillus, c'est là que se trouve 75% de la biodiversité des forêts tropicales. Pour montrer que là où il y a l'oxygène, là où il y a cette transformation
cette union des deux, ben c'est là qu'est la source de la biodiversité. Et c'est vraiment un acte de transformation, c'est vraiment un grand transformateur. Comme s'il transforme finalement les énergies lumineuses, les énergies du soleil subtiles, en substances qui soient assimilables pour toutes les formes de vie plus denses. Il transforme le subtil en dense. C'est le symbole de transformer, j'allais dire, d'enraciner l'esprit dans la matière. Il y a vraiment un symbole aussi intéressant de ce règne par rapport à ça. Un peu comme nous, on pourrait le faire par intermédiaire de l'âme, relier l'âme et les formes, l'esprit et la matière. C'est tout un processus symbolique de spiritualisation de la matière par rapport à ça. Et justement, c'est ça, j'allais dire, la véritable beauté de ce règne. La véritable beauté de ce règne, c'est que par ce processus de transformation, il devient pourvoyeur de vie pour tous. C'est comme si, avec la première qualité de croissance vers le soleil, à force de croître et d'aspirer vers le soleil, de maintenir, j'allais dire, tous ces récepteurs, ces capteurs vers cela, et de s'y donner pleinement, eh bien, comme s'il se conformait à l'énergie, à l'intention, aux qualités du soleil. Il s'y donne tellement qu'il s'y conforme, qu'il devient imprégné des qualités qu'on avait dit, ces qualités du soleil qui est d'unité, d'amour et de pourvoyeur pour toute vie. Et c'est comme si lui, à force de cela, il devient lui-même pourvoyeur de vie par l'oxygène et les glucides qu'il transmet. C'est assez impressionnant. Et c'est ça la véritable beauté de ce règne, parce que il est beau non pas seulement dans sa forme extérieure, mais il est beau parce que justement, il a toute une activité qui profite à tous. Il a un dessein intérieur de groupe, un but de groupe. C'est pas beau parce que c'est un but c'est pas beau parce que seulement la forme est belle. C'est beau parce que le but est d'ensemble. Intéressant de changer peut-être notre définition du beau. C'est pas seulement les formes. Ce qui est beau, c'est ce qui profite à tous, fondamentalement. Et c'est pour ça qu'on dit que le règne végétal, c'est le vêtement rayonnant de la planète. Comme si la planète était fière de porter ce vêtement. Parce qu'il irradie les qualités justement d'unité et d'harmonie des relations. Et qu'il est offert en cadeau au système solaire. Pourquoi? C'est comme si justement, c'était finalement le cadeau que la planète Terre, elle donnait au système solaire, qui a un but fondamental d'amener l'unité partout dans le système solaire. Et puis elle dit, ben voilà, le cadeau où on en est actuellement, dans le travail, dans cette grande école, voilà le cadeau que je peux te faire, et qui montre que les qualités d'unité sont en route et en marche sur cette planète. Ah bon, c'est pas le règne humain, le cadeau? Apparemment, la planète est reconnue dans le système solaire pour son règne végétal, et pas pour son règne humain. Non. Vu la conscience de l'humain actuellement, ce n'est pas un cadeau. Et ça, c'est clair. Ça le sera. Un jour, l'humanité, ça sera aussi le cadeau, un cadeau de la planète au système solaire. On dit quand elle établira ses racines dans la boue et ses fleurs au soleil, et qu'elle prouvera que la boue et le soleil, les fleurs et les racines ne font qu'un. Symboliquement, ça veut dire, c'est une vieille phrase de livre de sagesse, en fait, et qui veut dire, en fait, que comme le végétal, c'est-à-dire qu'il va falloir s'élever de terre, s'élever de la substance physique, matérielle, croître, aspirer vers la lumière de l'âme. Et puis, ces fleurs au soleil, c'est le mental de l'humanité qui doit se maintenir dans la lumière supérieure de l'âme et de l'unité. Et à partir de là, être lui-même pourvoyeur de vie par les idées d'unité qu'il va pouvoir émettre. On le verra, ça c'est le but et c'est les qualités qui doivent se développer justement quand on verra le règne humain et suprahumain. Mais c'est une inspiration assez intéressante du règne végétal pour l'évolution du règne humain. Ça nous montre déjà l'avenir de l'humanité par rapport à ça. L'harmonie. Donc vous voyez combien c'est vraiment une qualité absolument gigantesque
de ce règne et qui est vraiment une belle source d'inspiration pour l'évolution aussi en général. Et la dernière qualité, en tout cas qu'on désire aborder avec vous ce soir, c'est la qualité de l'attraction. Alors là aussi, elle est très, très présente hein, dans ce règne. Il n'y a qu'à voir, pareil, je n'ai pas donné trop d'exemples, mais il y en a qui m'ont étonné, hein, que je ne connaissais pas spécialement. En tout cas, j'ai appris aussi en lisant ou en préparant la conférence, mais ils ont la capacité d'attirer le vent. Les forêts ont la capacité d'attirer les masses d'air. Avant, on pensait que c'était que des différences de température qui faisaient circuler les masses d'air, mais maintenant, il y a des hypothèses de plus en plus solides qui montrent que c'est des différences de condensation et d'humidité. Et il faut savoir que les arbres dégagent un taux d'humidité absolument gigantesque. Et ces variations de taux d'humidité, ce qu'ils appellent la pompe biotique, qui font que ça attire les vents. Le vent, je dis, il l'attire parce qu'ils en ont besoin pour la pollinisation, notamment. Ils sont capables aussi d'attirer la pluie. Comment ils font? En excrétant ce qu'on appelle des VOC, c'est des composés organiques volatiles, c'est des substances qui piègent les molécules d'eau en suspension dans l'atmosphère et qui fait pleuvoir. Parce que des fois, il y a des nuages qui passent, mais ça ne pleut pas. Et il faut des particules, il faut que les gouttelettes à l'intérieur se fixent sur les particules et que ça alourdisse et que ça puisse tomber. Et justement, ils dégagent ces particules-là pour le faire. Donc c'est absolument ingénieux comme système. Donc un système d'attraction de cela. Mais ils attirent par les couleurs aussi. Ils nous attirent nous-mêmes par les couleurs. Ils attirent les insectes par les couleurs. Mais le processus le plus élaboré, par contre, c'est le parfum. Le parfum du règne végétal. Et ça, c'est énorme parce que par le parfum, donc ils attirent tous les insectes, hein, parce qu'ils ont besoin aussi pour la pollinisation. Ils nous attirent aussi, nous, comme on est attirés par... il y a un processus magnétique, j'allais dire, de la nature. Il y a beaucoup de penseurs, de philosophes, de gens, d'écrivains qui vont s'inspirer aussi dans la forêt. Justement, comme si on était attirés vers des sources supérieures d'inspiration. Ça aussi, c'est intéressant. Mais le parfum, c'est vraiment quelque chose de particulier. On dit d'ailleurs que c'est le travail à l'unisson des 4 qualités du règne végétal qui travaillent à l'unisson pour créer le parfum. Quand elles travaillent bien, c'est là que se dégage justement le parfum du règne. Et le parfum, c'est quelque chose de très subtil. C'est l'essence, c'est la quintessence du règne végétal. On parle d'ailleurs dans le parfum d'essence florale en général. Et c'est comme si ça nous parlait de la note subtile qu'il y avait derrière le règne. Derrière, c'est l'être qui dégage. C'est comme si c'était le marqueur d'identité de l'être profond qu'il y a derrière le végétal. Et c'est intéressant parce que ça met en jeu l'odorat. L'odorat qui nous permet d'aller fusionner. C'est l'organe de la sexualité. Quand on aime une odeur, on a envie de fusionner avec. Si on n'aime pas une odeur, ça nous repousse complètement. D'ailleurs, si vous n'avez pas si vous vous mettez avec quelqu'un, il vaut mieux que vous aimiez l'odeur de votre partenaire, parce que sinon vous n'allez pas bien pouvoir fusionner et ça à chaque fois va vous repousser. L'odeur est hyper importante dans la sexualité et dans la relation en général. Mais cette notion, justement, si on veut aller à la rencontre nous-mêmes du règne végétal, eh bien, c'est se servir de notre odorat pour rentrer à l'intérieur. C'est l'odorat même plus subtil que juste l'odorat physique, c'est l'odorat presque de la conscience. Ça nous permet, c'est une porte d'entrée, l'odorat physique, mais c'est comme si on allait respirer et on peut aller plus loin. C'est comme si c'était une note physique qui nous indiquait la présence d'un être intérieur sensible, subtil, de qualité à l'intérieur du règne. Donc profitons du printemps parce qu'il y a plein d'odeurs, mais pas seulement rester sur les odeurs physiques, de se poser pour être à l'unisson de l'essence qu'il y a derrière, de ce qui se passe derrière ce règne. C'est intéressant le parfum parce qu'il y a aussi... on dit que chaque règne est caractérisé par un symbole fondamental. On ne l'a pas développé dans le règne minéral, mais dans le règne minéral, c'est le diamant bleuté. Dans le règne végétal, le symbole, c'est un cube de bois de santal dans un cœur de lotus. Et ça, c'est intéressant comme symbole, parce que le santal, c'est un vieil arbre qu'on trouve dans le sud de l'Inde, et dont son écorce, le bois de santal, a un parfum particulier.
Et ce parfum, il a été utilisé depuis plus de 4000 ans en Égypte et dans d'autres civilisations pour des processus funéraires et pour des momifications. C'est comme s'il avait une qualité de faire passer les âmes de la forme au subtil, pour les aider au passage. Donc ça servait un peu de rite comme ça, ce parfum-là de bois de santal, pour élever les consciences vers autre chose. Et donc un cube de bois de santal dans un cœur de lotus. Le lotus est aussi un symbole intéressant parce que je trouve qu'il caractérise à lui seul ce qui se passe dans le règne végétal, c'est qu'il a les racines, lui pour le coup, il a les racines vraiment dans la boue, dans les marais. Et puis, avec ce potentiel de croissance vers la lumière, il croît, il sort de terre. Et qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qu'il rencontre? Il ne rencontre pas l'air tout de suite comme les autres, il rencontre d'abord l'eau, cette eau trouble des marais. Et puis, il continue à pousser, il passe l'eau. Et puis, il va pas fleurir tout de suite sur l'eau comme les nénuphars, il pousse encore dans l'air. Et il fleurit à quelques centimètres au-dessus de l'air, dans un magnifique pétale, en tout cas un magnifique lotus coloré. Symboliquement, ça veut dire quoi? C'est intéressant de voir les aspects, comme si on commençait notre vie dans la boue, dans la terre, dans la matière bien dense. Et puis cette croissance, et puis on traverse les eaux de l'émotionnel. On avait travaillé l'année dernière sur calmer les eaux de l'émotionnel. L'émotionnel qui nous empêche de voir clair, qui trouble la vue. Et on dépasse cela. Et puis, l'air, la couche d'air qui dépasse, c'est le mental concret. C'est tout notre petit vélo, notre petit mental concret. Il dépasse cela pour éclore, justement, au-dessus de cela. Et donc, dans le symbole du lotus, ça fait référence au chakra du cœur qui est symbolisé par un lotus à 12 pétales. Et c'est comme si ça... Et c'est de là qu'à l'intérieur, il y a ce parfum de bois de santal. C'est-à-dire symboliquement qu'à l'intérieur du chakra du cœur, c'est-à-dire qu'il y a une conscience d'ensemble, une conscience d'unité, la conscience de l'âme. C'est quand le chakra du cœur est ouvert, quand il y a un peu plus de conscience de groupe, que se dégage un parfum qui élève, un parfum qui parle, un parfum sacré, un parfum qui parle d'unité. Donc c'est vraiment ce symbole-là du règne végétal qui nous invite à développer justement la conscience de cœur pour développer justement un parfum d'unité, pour que nos vies, nos consciences, notre couple, notre société, toutes nos idées soient parfumées de cette conscience de cœur, de cette conscience d'ensemble. Et c'est intéressant de voir combien le parfum, actuellement, regardez comment les humains, ils l'utilisent. Pourquoi? Ils l'utilisent pour attirer, généralement. On parlait de parfum de la sexualité, mais c'est souvent pour attirer l'autre sexe. Alors oui, comme ça, je vais sentir bon, je vais attirer. On même utilise le parfum pour masquer notre propre odeur. Comme si on ne sentait pas bon quelque part. Mais c'est intéressant quand on voit qu'il y a un rapport entre l'odeur, le parfum, et ce qui se passe à l'intérieur. Combien, finalement, le parfum, qui est une forme subtile, est en fait la conséquence d'un état de conscience. Et c'est vrai, comme on le disait, l'état de conscience actuel de l'humanité, c'est sûr qu'elle ne sent peut-être pas forcément encore bien la rose. Parce qu'elle n'est pas encore développée, elle n'est pas encore de cœur. Elle est encore très égoïste, très séparée. Elle a l'odeur qui correspond à ça. Et on a besoin de parfums extérieurs pour masquer notre odeur. Le jour où on sera de cœur, notre odeur changera. Même c'est intéressant pour vous en prouver, regardez combien, quand on est mal intérieurement, quand on n'est pas bien, on change d'odeur. Et même notre haleine, elle change. Souvent, quand on a mauvaise haleine, regardez, c'est tous les moments où on est dans des conflits intérieurs très forts. Parce qu'il y a un rapport entre les formes extérieures, et le parfum en est une, et la conscience, ce qui se vit à l'intérieur. On dit, il y a une expression qui dit « mourir en odeur de sainteté ». Je ne sais pas si vous connaissez. Ça vient d'une vieille croyance qui est apparemment, il y aurait eu des saints qui, au moment de leur mort, ont dégagé une odeur subtile, délicate, qu'on n'avait jamais sentie ou qu'on sentait seulement dans le règne végétal. Croyance, vérité, je ne sais pas trop, mais en tout cas, vu ce qu'on est en train de dire, c'est une vérité qu'on peut prendre, en tout cas une croyance qu'on peut prendre, une hypothèse sacrément au sérieux, puisque si des saints avaient vraiment développé le cœur, il ne serait pas étonnant qu'ils dégagent une odeur particulière. Mais symboliquement, nous, l'odeur, c'est plus l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a autour de nous.
qui est le fruit de notre atmosphère intérieure. Et justement, on pourrait dire pas la proposition, mais oui, un peu cet enseignement de développer ces qualités pour que notre atmosphère change. Et là, pour revenir à l'attraction, du coup, qui est cette qualité d'attraction, il y aura aussi une attraction. Mais ça sera plus, on ne cherchera plus à attirer à soi. Quand on est de cœur, ça c'est quand on est de plexus. Quand on est individuel, on cherche à attirer à soi. Mais quand on est de cœur, on cherche à attirer vers le plus grand soi. On cherche à attirer tout le monde vers le plus grand soi. C'est une autre forme d'attraction, tout comme le végétal, qui, comme on va des fois s'inspirer, mais on est inspiré vers quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la même chose. Donc le motif d'attraction n'est plus le même quand on est de cœur. Et même tout ce qui est attiré à soi, quelque part, doit être absolument redonné. C'est comme si on pouvait attirer à soi des choses dont on avait besoin, mais pour le bien de l'ensemble, pour le bien du groupe. Il y a une vieille règle ésotérique qui dit « Ne gardez rien pour vous, ça vient de ça ». En fait, tout doit être partagé. D'ailleurs, si chacun apprend à donner, mais tout le monde reçoit. C'est une règle fondamentale du cœur. Et on en est encore loin, on pense qu'il faut absolument prendre. Avant, on est dans une société de consommation et surtout pas de partage, mais quand on aura appris le cœur, on découvrira vraiment la richesse du don. Et notre économie sera basée beaucoup plus sur une économie du don qu'une économie du prendre et de la consommation. Donc voilà un petit peu les clés, les enseignements, la beauté qu'on peut trouver dans ce règne végétal qu'on a envie de partager avec vous. Juste pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est que, en effet, ce règne, il détient la clé du cœur. Il détient la clé de la transmutation du désir en unité, du désir en amour. C'est vraiment ce symbole-là du lotus dont on a parlé. En fait, c'est le symbole, il détient la clé du transfert du chakra du plexus solaire au chakra du cœur. Donc c'est vraiment un enseignement très intéressant pour nous parce que c'est ça qu'on doit absolument développer. On y reviendra quand on verra le règne humain. Et comme il y a un lien très net entre le végétal et le cœur, en fait, on peut voir combien nous-mêmes, plus un humain est de cœur, plus il aura une sensibilité qui va se développer avec le végétal. Quelqu'un qui n'est pas de cœur, le végétal, il ne le perçoit même pas, ou il le perçoit, il l'utilise. C'est une valeur marchande. Il l'utilise pour soigner, il l'utilise pour manger, pour se nourrir, pour se loger, pour se chauffer. C'est simplement un décor et quelque chose d'inerte. Quand le cœur se développe, il commence à y avoir quelque chose de particulier qui se passe avec le végétal. Là, d'un coup, on commence à le percevoir autrement, à y être attiré, à avoir peut-être un jardin, mais pas forcément juste pour avoir des légumes ou avoir des choses, c'est simplement pour la beauté de la chose. Il y avait très peu avant. Hein. Ça a été d'ailleurs intéressant, ça a été les femmes en premier qui ont amené sur leur balcon quelques fleurs. Alors au départ, ce n'était pas forcément très de cœur, ça restait encore assez utilitaire, mais elles ont quand même commencé, c'est intéressant parce que le végétal étant des qualités assez féminines, c'est elles qui ont commencé à insérer une nouvelle relation avec le végétal. Les hommes, c'était on bûcheronne, on machin, on coupe, on truc, le végétal, ça nous passe complètement, un peu comme les animaux d'ailleurs, il fallait que ça serve, il fallait que ça avance, un chat c'est un chat, un chien c'est pour la chasse, voilà, un âne c'est faut que ça fasse tel travail, mais il n'y a pas une relation sensible. Mais on voit que c'est en cours, que le cœur est en cours d'évolution dans l'humanité. On voit que de plus en plus, il y a des gens qui s'intéressent au végétal d'une autre manière, simplement pour sa raison d'être, simplement pour son être à lui. Et on peut aller beaucoup plus loin dans cette relation. Posez-vous la question, et faites-le, c'est super intéressant. Les prochaines fois que vous allez en forêt, vous allez vers le règne végétal, en tant que quoi je suis là? Est-ce que je suis là en tant qu'observateur? Oui, alors ça c'est un plantus, nicaragus, j'en sais rien. Ça c'est, oui, il permet d'avoir telle huile essentielle, ça c'est en tant qu'observateur.
Est-ce que vous y allez en tant que consommateur? Oh, ça me fait du bien, je vais là, oh, ça me ressource, ah oui, puis ça, je pourrais en faire quelque chose pour ma tisane. Ah oui, je le prends, c'est du thym, je vais prendre pour... Je consomme la nature. Ou vous y allez en tant que partenaire d'évolution. C'est-à-dire en tant que membre d'une même famille. Simplement à l'écoute, à l'écoute et à la perception de sa présence, de ce qui se passe, des qualités qui se développent. S'il y en a un règne, s'il y a une espèce, s'il y a un arbre, s'il y a une fleur qui vous attire, utilisez l'odorat, rentrez dedans, mais que ça soit une porte d'entrée vers l'ensemble peut-être de l'espèce, vers l'ensemble du règne, vers l'ensemble planétaire, de la grande famille. Et là, vous rentrez dans une autre relation, et là, on peut être inspiré des miracles qu'il y a dans ce règne et dans toute vie à partir de là. Mais c'est vraiment intéressant, parce que je me suis rendu compte, on passe à côté de choses absolument énorme. On est là, dans notre bulle, complètement séparés, dans nos idées, on avance, et alors qu'à côté de nous, tout autour, si on prend le temps de se poser et de rentrer en relation, mais il y a des choses merveilleuses. Et on a bien besoin de réapprendre à relationner. Il nous a accompagnés pendant des millénaires, ce règne. Il nous donne la vie, il nous donne l'oxygène. Il nous a nourris, il nous a guéris à travers les plantes médicinales. Il nous chauffe et construit nos maisons. On pourrait déjà reconnaître déjà cela et entretenir peut-être une autre relation, une relation de cœur à cœur, de reconnaissance. C'est pas pour ça qu'il ne faut plus manger de salade, il ne faut plus couper de bois, on ne peut pas avoir des légumes et avoir un jardin comme ça. Mais c'est l'état de conscience avec lequel on le fait qui est important. Est-ce qu'on le fait voilà, en conscience, c'est-à-dire en conscience de qui il est, de ce qu'il apporte. Et des fois, être capable de s'arrêter un peu, de ralentir, de rentrer dans ce temps long qui se passe au niveau de ce règne-là. Mais si vous voulez, pour passer de la théorie à la pratique, on va prendre 5 minutes de méditation pour aller à la rencontre de ce règne.